Merci de votre accueil. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Fabienne. Et bienvenue dans ce 13e rendez-vous PEPS et vous de Savoir Patient. Alors, est-ce que l'enregistrement, oui, il s'arrête. Donc, aujourd'hui, l'objectif de notre rendez-vous PEPS et vous est toujours de partager, de découvrir des expériences concrètes de partenariat en santé, donc de patients, proches aidants, représentants des usagers qui interviennent dans le système de santé et d'échanger, questionner, élaborer autour du partenariat. Donc aujourd'hui, nous serons 3 pour accompagner ce rendez-vous. Moi-même, je m'appelle Fabienne, je suis cofondatrice de Savoir Patient. Aujourd'hui chargée de projet au Centre opérationnel du partenariat en santé en Occitanie et j'interviens dans la formation et un peu d'éducation thérapeutique. Claire, je te laisse la main. Bonjour à toutes et tous, Claire Edon. Alors, je suis membre de Savoir Patient depuis 2017, plutôt engagée de façon indépendante dans la formation également, un petit peu le TP et principalement bénévolement quand même. À Olivia. Oui, bonjour à tout le monde. Merci à Savoir Patient pour votre invitation. Donc, moi, je suis une invitée ponctuelle. J'ai été chargée d'animer la séance d'aujourd'hui. Et je suis donc Olivia Gross et je suis représentante d'usagers. Je viens du mouvement associatif, mais aujourd'hui, quasi exclusivement, encore un peu représentante d'usagers, mais sinon, je suis universitaire et je suis maîtresse de conférences à l'Université Sorbonne Paris-Nord. À Bobigny. Donc, merci beaucoup Olivia de nous accompagner aujourd'hui, de nous faire cette sympathie. Voilà. On tenait à avoir quelqu'un, un pilier en France du sujet pour nous accompagner sur ce sujet chaud. Donc, le fonctionnement, nous allons avoir 3 personnes qui vont partager leur expérience pendant 10 minutes chacune, donc sans interruption. On vous demande bien sûr de garder votre micro éteint pour ne pas créer de bruit de fond. Vous avez un chat, un panneau de discussion à votre disposition pour pouvoir poser des questions à la fin des interventions. La séance est enregistrée, sera disponible sur le site de Savoir Patient. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, vous pouvez couper votre micro, mettre un pseudo si vous souhaitez rester anonyme. La règle d'or, c'est bien sûr l'écoute, la bienveillance, l'ouverture d'esprit, donc des valeurs propres au partenariat en santé. Donc, juste 2 mots sur l'association qui porte les rendez-vous PEPS et vous. C'est une association non pas de patients, une association thématique qui souhaite participer de façon concrète au développement de la culture du partenariat en santé entre les professionnels du système de santé et du social et les usagers. En France, on a des adhérents un peu partout en France avec une forte présence quand même en Occitanie, puisque la plupart des fondateurs sont issus d'ici. Et sur le sujet du jour, la professionnalisation, donc juste un petit préambule, on parle de construction d'une identité à la fois individuelle et la construction d'une identité collective et sociale. Donc là, je pense que la plupart des gens qui sont ici sont des personnes engagées dans des associations depuis de nombreuses années ou pas, ou des personnes qui ont suivi des parcours professionnalisantes dans des universités, par exemple, pour aujourd'hui agir en tant qu'acteur du système de santé. Donc, juste en 2 mots, parfois l'amalgame est fait entre professionnalisation et rémunération. Ce n'est pas que ça. La professionnalisation, c'est aussi un groupe avec un statut social visible et des règles d'exercice. C'est aussi des savoirs et des compétences associées pour agir, pour intervenir. Une activité, donc qui peut être bénévole ou rémunérée, et la notion de développement professionnel et de formation. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est sur la professionnalisation en général et des échanges sur la valeur des diplômes ou des parcours, des sujets intéressants à discuter. Sans plus attendre, je passe la parole à Laurie qui va se présenter. Merci à tous.
Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Voilà, 10 minutes, c'est très court. Je mets tout de suite mon timing. Mais voilà, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger plus tard si jamais j'ai pas pu répondre à l'ensemble de vos questions à la fin de cette conférence. Voilà. Du coup, je me présente, je m'appelle Laurie Pense, j'ai 39 ans, j'ai 2 enfants, une petite fille de 2 ans et demi. Et j'ai travaillé 13 ans dans les télécoms, plutôt dans la gestion de projet, et j'ai terminé à la relation client, donc chez SFR. Et à 33 ans, on m'a diagnostiqué d'un cancer du sein, donc fin 2015. Et voilà, moi, j'ai décidé de continuer à travailler pendant les traitements pour plusieurs raisons. La première, c'était pour ne pas perdre le lien social et pour pas que la maladie, elle prenne le dessus et le dessus sur ma vie. Donc voilà, c'était mûrement réfléchi. Et puis, il y avait un enjeu professionnel derrière avec une mobilité, une mutation prévue à Lyon. J'étais en région parisienne. Donc, du coup, voilà, je me suis dit qu'il fallait que je montre aussi que que je faisais preuve de professionnalisme. Alors, ça peut paraître bête à cette époque, mais voilà, j'étais quand même malade. Mais voilà, j'avais l'envie de montrer que je pouvais prétendre à un nouveau poste après les traitements. Donc, tout s'est concrétisé à la fin, puisqu'en septembre 2016, entre la mastectomie et la radiothérapie, donc j'ai eu mon poste à Lyon, pour lequel, malheureusement, il y a eu un plan de départ volontaire qui est arrivé un an après. Et du coup, il a fallu se poser les questions sur quelles activités vraiment je voulais prétendre après mon poste de responsable de projet. Et du coup, je voulais vraiment une activité qui puisse me donner du sens à mon quotidien. Et en fait, j'ai eu de grosses difficultés sur l'après-cancer. Alors peut-être que c'est un retour de bâton finalement de ne pas avoir pris le temps de faire de coupures pendant la maladie, mais en tout cas, j'ai très mal vécu l'après-cancer. Et donc, j'ai voulu créer un projet qui s'appelle toujours Le premier jour du reste de votre vie, pour lequel je voulais créer la maison de l'après-cancer à Lyon et sur lequel je pouvais faciliter la mise en relation entre les associations, la région Auvergne-Grand-Rhône et les patients. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur ce projet et j'ai été finaliste de Lyon Startup de l'édition 9, donc en 2019. Mais voilà, le modèle économique a été compliqué à mettre en place et c'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance de Bénédicte Mastroianni, pour ne pas la citer. Mais en tout cas, voilà, ça a été... c'est encore la personne qui croit énormément en moi. Donc, elle m'a posé la question pourquoi je ne ferais pas un DU patient partenaire. Et bon, il s'est avéré, pour la petite histoire, que j'étais enceinte à ce moment-là, donc j'ai dû reporter ce DU d'une année, ce qui est, entre parenthèses, aussi une grande victoire pour moi après les traitements. Mais en tout cas, j'ai pu intégrer la Sorbonne en 2021 et j'ai pu faire une masterclass pour faire les 40 heures de TP par la suite. Et là, actuellement, je suis dans la 3e promotion de la formation Ozon sur l'expérience patient qui permet, via une méthodologie de projet particulier, de travailler sur des parcours de soins en co-construction avec les soignants et les patients. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, je suis consultante au sein du Centre Léon Bérard à Lyon pour une année depuis octobre 2021. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, en fait, pendant mon stage, j'ai eu la chance de me faire financer le DU par le Centre Léon Bérard. Voilà, c'était une aubaine, une opportunité. Enfin, je suis très fière aujourd'hui de cette relation que je peux avoir avec le centre. Et par contre, il m'avait demandé au DU, on est censé faire 5 jours de stage. Et moi, je me suis retrouvée à faire 15 jours de stage effectif. Et pour lequel on m'a demandé de prouver la valeur ajoutée d'un patient partenaire au sein de leur établissement. Donc, en fait, j'ai interrogé une petite 50aine de soignants, une 15aine de patients. Et 2 résultats sont ressortis de ce sondage. Le premier, c'était que 40% des répondants
connaissaient le patient partenaire. Et après avoir expliqué, 93% envoyaient une valeur ajoutée à intégrer le patient partenaire au sein de l'établissement. Donc, c'était plutôt positif pour l'intégration de patients partenaires. Et voilà, j'ai fait aussi une restitution. On m'a donné la chance de pouvoir échanger avec différentes personnes sur différents départements et différents services du centre. Donc, ma restitution s'est concentrée finalement en disant que le patient partenaire, ce n'était pas que de l'accompagnement, ce n'était pas que de la pérédance, mais il pouvait contribuer à une co-construction et une complémentarité avec sur 6 autres axes de travail voilà, que j'ai pu présenter. Et donc, suite à ça, cette proposition a été montrée au CODIR et on m'a proposé une mission d'1 an avec l'équivalent de 2 jours et demi par semaine pour travailler sur 2 des axes de travail qui sont la pérédance pour le premier, donc intégrer l'intervention des patients pairs et ou des associations dans les parcours de soins. Et l'autre, c'est intégrer la participation des patients dans l'offre de formation interne du CLB. Voilà pour ce slide-ci, merci. Aujourd'hui, ma vision effectivement sur la question, je regarde, il me reste effectivement un peu moins de 4 minutes. Donc, en France, je pense qu'il y a une garantie symbolique du diplôme, c'est-à-dire que ça rassure les recruteurs de savoir qu'on a été formé à une spécificité, enfin, on a une expertise sur un sujet particulier. Donc, ça, c'est une première chose de ma vision. Et puis, la Sorbonne et l'Université des patients avec Catherine Turgis, pardon, qui est du coup aujourd'hui, elle est vraiment précurseur dans le fait d'intégrer des patients initialement dans le VIH. Ça a aussi une grande valeur. Enfin, en tout cas, je le vois au CLB quand on parle de la Sorbonne et de l'Université des patients. Ça prend vraiment beaucoup enfin, ça a un caractère vraiment important. Et après, effectivement, la question aussi qu'on peut se poser, et que moi, je me suis longtemps posée, mais que je travaille là-dessus, c'est finalement pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre pour ce poste-là. Et plus le temps passe et plus je me rends compte que l'expérience professionnelle avant la maladie a été aussi un tremplin pour accéder à un poste comme celui-ci. Et le fait de pouvoir rallier le savoir expérientiel de la maladie et cette expérience de 13 ans dans la gestion de projet était très valorisant. Et à partir du moment où j'ai fait cette présentation, cette restitution, j'ai senti que le regard avait changé sur effectivement l'apport que je pouvais apporter personnellement au CLB de par mon vécu professionnel passé. Et puis, la dernière chose, c'est ce timing, je pense, parfait, voilà, un alignement certainement des planètes sur le fait qu'aujourd'hui, le Centre Léon Bérard travaille sur sa nouvelle certification qui doit arriver dans les 4 ou 5 ans à venir, maintenant, dans les 5 ans à venir, et qu'il est nécessaire d'intégrer au cœur du parcours donc le patient. Et voilà, je pense que je suis vraiment arrivée au bon moment. J'ai fait des bonnes rencontres, enfin, les bonnes rencontres. Et puis, et du coup, voilà, aujourd'hui, je suis très heureuse, très fière et je prends beaucoup de plaisir à travailler pour eux. Mais les questions aujourd'hui que je me pose, c'est que je suis auto-entrepreneur, ça, j'en ai pas parlé. Et quelle est la pérennité de cette mission dans le temps? Bien évidemment, j'ai un contrat jusqu'à octobre, je ne sais pas quelle sera la suite. Donc, du coup, un problème personnel dans la sécurité de l'emploi. Et puis, je me pose la question, finalement, demain, il peut m'arriver n'importe quoi, c'est finalement comment gérer un peu les aléas de santé ou les aléas de la vie dans un contexte d'entreprenariat, même si finalement, c'est un problème que rencontrent tous les entrepreneurs. Et finalement, comment bien me protéger vis-à-vis de cette situation. Après, je prends tout ce que me donne le Centre Léon Bérard. Bien évidemment, j'essaye de leur donner aussi un maximum.
Et je me dis que cette expérience, au moins d'1 an, sera aussi très porteuse pour la suite. Mais en tout cas, il reste 7 secondes et je peux finir là-dessus. De mon avis, on peut effectivement capitaliser, si possible, sur son expérience professionnelle d'avant la maladie pour faire une proposition d'une mission qui vraiment alliera les deux et qui nous permettra aussi d'être alignés dans notre vision du partenariat patient et dans ce qu'on a pu apporter professionnellement auparavant. Voilà, je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurie. Merci. Et nous passons la parole à Julie. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci à Savoir Patient de m'avoir invitée aujourd'hui pour parler d'une thématique hyper passionnante sur laquelle je pense on peut parler de longues heures. Alors, donc moi, je suis coordinatrice du partenariat patient professionnel de santé à la faculté de médecine et des sciences de la santé de Brest, en poste depuis janvier. Et au cours de cette présentation, je vais un peu vous raconter mon parcours, comment je suis arrivée là, quelles ont été mes sources d'engagement. Je vais vous parler de mes missions dans mon métier et puis quels ont été les freins et les leviers rencontrés. Et au final, je vais terminer par quelques questions et réflexions qui me portent sur cette thématique-là. Alors, tout d'abord, pour me présenter, donc moi, j'ai un parcours déjà universitaire de formation dans la santé publique. Je me suis rapidement orientée vers cette thématique d'études en licence de santé publique à la faculté de médecine de Nancy. J'avais vraiment envie de travailler pour la santé des personnes avec vraiment une approche globale, car pour la santé publique, de pouvoir faire des sciences humaines et sociales, de répondre à des enjeux sociétaux et des problématiques quotidiennes un peu avec une approche très globale. Et j'ai été beaucoup passionnée par ce champ disciplinaire-là. Je me suis orientée en promotion de la santé en master à Nancy et à Rennes. Et au cours de la promotion de la santé, donc qui est vraiment pour moi une discipline en santé publique qui déjà, je fais le lien avec l'engagement des patients. En promotion de la santé, on est vraiment sur le développement du pouvoir d'agir des personnes et des communautés pour prendre soin d'elles en agissant et en créant des environnements favorables. Et on a déjà ces notions de participation qui sont au cœur de la promotion de la santé, avec aussi l'envie de répondre à une question de justice sociale dans la santé des personnes. Et au cours de mon master, j'ai été initiée un peu lors d'un cours sur l'engagement des patients. Et pour moi, ça a été du coup mon troisième coup de foudre un peu dans ce champ-là. Après la santé publique, après la promotion de la santé, c'était l'engagement des patients. Parce que j'y ai vu déjà en discutant la possibilité vraiment de pouvoir travailler sur ce sujet-là, d'en faire une profession. Et ça a fait sens pour moi. Ça s'est relié un peu à mon parcours personnel, où j'ai aussi eu, du coup plus jeune, un parcours de soins. Et je dirais que cette professionnalisation universitaire et ce parcours personnel, en fait, nourrit cet engagement aujourd'hui. Donc, j'ai eu envie de faire mon stage de fin d'études sur le partenariat patient à l'étranger avec Montréal. Mais bon, la crise Covid est passée par là. Donc, j'ai demandé à mon école de me réinscrire pendant 1 an pour pouvoir le faire par la suite. En ce moment, j'étais coordinatrice du coup à l'ARS, Agence régionale de santé d'Île-de-France dans la crise Covid. Et puis, à l'issue pendant cet emploi, j'en ai profité pour faire une formation avec l'Université de Montréal sur les fondements du partenariat patient. Et ensuite, j'ai commencé mon stage de fin d'études en télétravail parce que crise sanitaire. Et avec Marie-Pascale Paumé, qui est une chercheuse en santé publique qui travaille beaucoup sur les patientes accompagnatrices en oncologie. Et j'ai eu la chance de pouvoir un peu allier cette discipline à mes réflexions en promotion de la santé, qui est comment le partenariat avec les patients, et là, dans l'accompagnement des patientes du coup en oncologie, peut permettre de réduire les inégalités sociales de santé et d'agir sur cet enjeu social. Donc, voilà. Donc, après la fin de mon stage en octobre, je voulais vraiment trouver un poste dans ce domaine-là, et il y a eu du coup l'annonce de poste pour le poste de coordinatrice du partenariat à la faculté de Brest. J'ai postulé et là, c'était le début, donc en janvier, donc c'est quand même assez récent, mais de mon parcours dans ce champ-là. Donc, voilà, donc je vais vous parler un peu maintenant de mes missions actuelles.
à l'université. Donc, il est regroupé un peu en 3 parties. Donc, la première, c'est la coordination pédagogique d'un DIU, donc d'un diplôme interuniversitaire sur la construction du partenariat pension professionnelle. Donc, c'est vraiment un diplôme qui est construit pour apporter, en fait, pour que les personnes, durant la formation, puissent déjà apprendre le partenariat en le vivant, puisque déjà, et en le voyant, parce que l'équipe pédagogique est composée déjà à la fois de professionnels de santé et de professionnels et de patients. Une promo de 16 inscrits pour la première année qui a commencé en janvier, et puis qui est promotion qui est composée à la fois pareil de personnels de santé, de personnes avec leur parcours patients, aussi de cadres de direction d'établissement, chargés de relations des usagers, cadres de santé, et puis d'entrepreneurs dans l'innovation pour l'engagement des patients. Voilà. Et c'est du coup un diplôme qui se déroule sur 4 modules et entre les facultés de médecine de Brest et de Rennes. Donc, je dirais que c'est la mission qui occupe aussi la majeure partie de mon temps. Et au-delà de ça, du coup, j'ai une autre mission principale, c'est l'accompagnement de l'intégration des patients en tant qu'enseignant dans la faculté. Avec là, donc, c'est vraiment en démarrage où on aimerait constituer un comité de patients dans la faculté qui puisse porter l'enseignement des patients d'un point de vue stratégique, mais aussi que ce comité-là puisse être du coup des personnes ressources pour intervenir auprès des étudiants en santé. Donc, il faut savoir qu'on a la chance à Brest d'avoir une faculté, une UFR médecine et sciences de la santé avec des étudiants en médecine, kinésithérapie, orthophonistes, dentaires et sages-femmes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une possibilité de déployer vraiment le partenariat auprès de ces étudiants-là. Donc, qui commence déjà, par exemple, où je fais un peu un rôle de facilitatrice j'ai un peu un rôle de facilitatrice du partenariat, dans le sens où, par exemple, là, actuellement, l'orthophonie, par exemple, souhaite développer une unité d'éducation thérapeutique du patient auprès de ses étudiants en 5e année. Et dans ce cas-là, j'ai un rôle de facilitatrice, de mise en contact avec du coup des patients et des patientes qui peuvent intervenir et co-construire cette unité d'enseignement et d'accompagner aussi les équipes pédagogiques qui n'ont peut-être pas l'habitude de travailler avec des patients aussi à la construction de ces enseignements. Voilà. Et en dernière mission, partie, il y a aussi la collaboration avec la recherche, avec l'équipe de Sylvain Brochard, qui est aussi le médecin, chercheur responsable du DIU et qui travaille sur le handicap de l'enfant. Et je travaille avec son équipe de recherche pour développer aussi le partenariat avec les familles et les enfants dans la recherche. Voilà, mes missions. Donc, au niveau des leviers et des freins rencontrés depuis quelques mois, donc, je dirais que ce qui m'a vraiment aidée dans mes missions, c'est d'avoir une équipe sur laquelle on peut compter et qui est soutenante. Donc, que ce soit l'équipe du DIU, l'équipe au sein de l'université, et qui rejoint un peu le réseau universitaire, mais aussi régional. Le fait que ce soit un DIU m'a mis en lien aussi avec les équipes de Rennes, notamment les personnes du CAPS Bretagne, qui essayent aussi de développer le partenariat dans les facultés à Rennes. Et c'est vraiment un réseau soutenant et qui est hyper important quand on porte un peu un engagement dans un nouveau milieu, d'avoir des ressources à côté et de pouvoir aussi les mobiliser. Ça m'aide beaucoup quotidiennement. Il y a l'engagement des personnes, l'engagement et la motivation des personnes avec lesquelles je travaille qui est importante, et d'avoir une culture commune autour du partenariat a été facilitant dès le début. Ensuite, au niveau des freins, il y a l'aspect financier et de recherche de pérennité. En fait, je suis financée via un appel à projet, un PIA, un plan d'investissement à venir qui est le projet HIT, Handicap Innovation Territoire, porté par la ville de Lorient Agglomération et qui finance en fait 80 projets dans la région, et dont un projet à l'UBO, l'Université Bretagne-Occidentale, qui est le partenariat. Et cet appel à projet finance notamment mon poste pour 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a une recherche de pérennité aussi et un temps qui va aussi arriver à échéance. Donc, ça a un côté à la fois challengeant, mais aussi source un peu de stress, puisque à la fin, il y a aussi un peu défendre le poste et la nécessité de ce poste au sein d'une faculté, et que les actions qui sont portées puissent être pérennes. Voilà. Et puis, donc,
Je voulais terminer par quelques questions sur la thématique du jour, réflexion qui me porte aussi. C'est sur la professionnalisation et la valeur des diplômes parcours dans ce champ du partenariat. La première, c'est quelles sont les motivations des personnes pour s'inscrire à un DU sur le partenariat. Donc, question à se poser aussi quand on parle de ces formations-là, en questionnant un peu les attentes des personnes, les motivations. Par exemple, pour le DU sur le partenariat en Bretagne, donc les personnes sont des fois déjà très bien intégrées dans le milieu, dans le réseau, dans leur structure pour le partenariat et cherchent vraiment peut-être du coup à développer aussi leur réseau. C'est aussi une mise en contact avec le réseau de la région. Ils cherchent aussi des fois une légitimité pour porter le partenariat dans leur structure ou à commencer à s'investir là-dedans, au-delà d'avoir des savoirs et d'apprendre une culture un peu sur le partenariat. Je pense que c'est des champs qui sont importants aussi à mentionner. Une deuxième question en lien avec du coup, mon poste, c'est y a-t-il un profil particulier recherché chez les personnes concernées pour enseigner dans une faculté de médecine? Moi, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Par exemple, pour la création du comité de patients dans la faculté, il y a plusieurs personnes qui sont intéressées pour y participer. Est-ce que c'est important qu'elles aient un diplôme ou pas? Pour moi, la réponse est non. C'est pas forcément du coup ce qui est regardé. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est vraiment que les personnes puissent venir, qu'ils aient la motivation en fait d'avoir, qu'on travaille ensemble et d'apporter quelque chose de manière collective et d'apporter d'aller dans la même direction en ayant les mêmes objectifs et un peu la même vision de là où on espère aller. Voilà. Et la dernière question qui m'anime aussi, c'est l'engagement des patients dans le système de santé est-il accessible à toutes et à tous? Et elle rejoint pour moi la question de la professionnalisation et la valeur des diplômes et des parcours, parce que aujourd'hui, si on estime que pour s'engager dans le partenariat dans plusieurs structures, champs, il faut un diplôme, c'est-à-dire qu'on va quand même privilégier du coup une certaine catégorie de la population qui a déjà les ressources, donc qu'elles soient financières, même si les diplômes, du coup, comme à Brest, ont des tarifs qui sont plus accessibles pour les citoyens et les patients qui font ces formations. Mais il y a quand même un besoin de ressources financières, culturelles, sociales, pour intégrer un réseau universitaire et en avoir la connaissance. Et c'est-à-dire que si on tend vers là et qu'on reconnaît des compétences qui doivent être là et qui ne sont pas réparties de manière équitable dans la population, alors on passerait peut-être à côté de beaucoup de personnes qui peuvent apporter quelque chose, qui apportent quelque chose dans l'engagement des patients. Et au final, on risquerait d'agrandir ces inégalités que le partenariat essaye de réduire dans ce champ-là. Donc voilà. Et je voulais terminer par dire que du coup, c'est un poste pour moi qui mérite quand même d'être pérennisé et reconnu, peut-être développé dans d'autres facultés en France, du fait que c'est vraiment un rôle de catalyseur du coup, et développement du partenariat, voilà, de manière pérenne. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci Julie. On passe la main à Guirec. Guirec, c'est à vous. Oui, donc bonjour à tous et merci de m'avoir invité pour cette présentation. Merci beaucoup. Donc moi, je suis en fait Guirec Dupont, j'ai 39 ans et puis je travaille en tant que médiateur de santé pair en établissement public de santé mentale. Donc c'est dans le champ de la santé mentale du coup. Alors la prochaine diapo. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon parcours. En fait, en 2005, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en agriculture. En fait, j'avais fait mes études de façon sereine et tranquille. Et j'ai pu avoir mon diplôme d'ingénieur aussi sereinement. Tout s'est bien passé. Et puis ensuite, j'ai voulu partir pour une coopération, un service volontaire international à Madagascar pour un projet de solidarité. Je me suis beaucoup investi dans ce projet, j'ai mis énormément d'énergie et je suis bien parti du coup en 2006 sur place. Et puis en fait, dès que j'ai commencé à découvrir mon futur travail et dès que j'ai commencé à m'investir, j'ai fait une bouffée délirante aiguë sur place
Donc, une bouffée délirante aiguë, délire, désorganisation. Donc, en fait, j'ai dû être rapatrié sanitaire d'urgence. Et du coup, c'est là qu'a commencé mon parcours de soins en santé mentale. En arrivant, en rentrant, j'ai subi une dépression grave qui m'a conduit à devoir être hospitalisé pendant plusieurs mois en hôpital psychiatrique. Donc, cette dépression grave, elle a été assez longue malgré tout, avec une absence d'espoir, avec des grosses difficultés et des idées noires. Enfin, pour moi, en fait, avec ce projet qui me tenait énormément à cœur, j'étais très investi. Je revenais d'un coup et en plus avec cette bouffée délirante qui m'a bien impacté. Pour moi, en fait, j'avais plus d'utilité, j'étais plus rien, donc il fallait tout reconstruire. À l'époque, je pensais pas que je pourrais tout reconstruire d'ailleurs. Et du coup, en fait, pendant ces hospitalisations, il y a un psychiatre qui a vu de l'espoir. Alors, il a vu de l'espoir alors que moi, j'en voyais pas. Et il m'a proposé de m'inscrire dans un centre de posture et de réadaptation dans le Morbihan. Et en fait, moi, j'ai dit oui parce que j'avais rien d'autre à faire, entre guillemets. Et puis, moi, j'avais pas d'espoir. Donc, je suis allé dans ce centre de posture et j'y suis resté 2 ans. Alors, ça a été le début finalement de la remontée parce que il y avait une centaine de stagiaires dans ce centre et du coup, il y avait une possibilité de restaurer le lien social et de retrouver un peu des facultés. Alors, du coup, moi, j'étais encore bien en difficulté. Il a fallu que j'apprenne à regérer mes émotions, à regérer le stress, les angoisses. Et ce centre-là, qui était en accueil en fait à plein temps, me permettait du coup d'atterrir et puis de me restructurer globalement. J'ai ensuite voulu continuer mon projet professionnel en faisant des stages et j'ai voulu travailler en établissement et service d'aide par le travail, en ESAT, voilà. Et donc, j'ai rejoint un ESAT en Normandie où j'ai été travailleur handicapé pendant 3 ans sur une ferme. Et du coup, j'ai pu reprendre confiance en mes capacités progressivement. J'ai pu travailler sur plein d'aspects de la ferme. Il y avait la traite, les travaux dans les champs. On m'a lancé une activité qui m'a permis de continuer à me reconstruire. Alors, sur la suivante. Donc, j'ai eu mon nouveau projet, en fait, à la fin de cette période en ESAT. Mon nouveau projet, c'était le milieu ordinaire. Alors, c'était quand même une marche assez haute à franchir. Donc, on a pris le temps, moi et mes moniteurs, moi et mes éducateurs, moi et mes soignants, de bien préparer les choses. Et du coup, j'ai pu intégrer une entreprise du milieu ordinaire où j'étais technicien technico-commercial dans l'agriculture. Avec la reconnaissance qualité de travailleur handicapé, les employeurs ont vraiment mis un point d'honneur à réussir le challenge avec moi de ce retour en milieu ordinaire. Et j'y suis resté pendant 8 ans jusqu'à il y a 2 ans, 2 ans et demi. Donc, malgré tout, pendant cette période, il y a eu une nouvelle alerte au niveau de ma santé psychique. J'ai fait une rechute maniaque. Et c'est à cette occasion-là, en fait, qu'avec le recul, on a pu me donner mon diagnostic de trouble bipolaire. Du coup, pendant cette rechute maniaque, la chance que j'ai eue, c'est qu'on avait discuté avec mes médecins, on a pu choisir de ne pas aller vers une hospitalisation, mais plutôt une gestion de la crise en ambulatoire à mon domicile. Et ça s'est plutôt bien passé. Et puis, mes ressources humaines qui étaient bien tolérantes ont pu aussi accepter me maintenir dans l'emploi en me permettant aussi de me remettre de cette petite rechute. On en arrive du coup après, donc, en 2020, à la crise Covid, j'étais arrêté pour des questions de personnes à risque. Et du coup, le questionnement professionnel, j'ai engagé un questionnement professionnel et du coup, je me suis rendu compte que j'avais envie de mettre mon parcours de rétablissement au service de mes pairs qui, eux aussi, étaient sur leur chemin de rétablissement. Et j'ai découvert que le métier de père aidant professionnel existait
Et donc, j'ai posé les choses avec une psychologue parce que c'était quand même important de vérifier que ce n'était pas une idée en l'air. Et du coup, on a concrétisé ça, enfin, j'ai concrétisé ça en postulant à une offre d'emploi de médiateur santé-père à l'EPSM de Caen, où je suis arrivé en février 2021. Donc, depuis février 2021, en fait, je travaille en service de réhabilitation psychosociale. Et dans ce service, on est 18 professionnels, et c'est vrai que la posture est vraiment une posture avec les pratiques orientées rétablissement. C'est vraiment l'idée de l'approche centrée patient, centrée usager, approche biopsychosociale. On est partenaire de l'usager, on l'accompagne sur son chemin, on le soutient. Donc, moi, je suis arrivé en CDD, et puis là, je suis passé en CDI depuis à peu près un mois, et donc je travaille à temps plein. Alors, la pérédance professionnelle, c'est soutenir ses pairs dans leurs projets de soins et de vie sur leur parcours de rétablissement. Et puis, en parallèle, la particularité de médiateur de santé pairs, c'est que en parallèle de l'entrée en poste, on se lance dans une licence 3, sciences sanitaires et sociales, médiateur de santé pairs, à l'université Paris 13. Et puis, on étudie du coup une semaine par mois à Paris pendant un an. Et puis, au bout d'un an et demi, là, pour obtenir cette licence et ce diplôme qui assoit un petit peu notre légitimité. Alors, c'est pas simplement un diplôme, mais j'en parlerai plus tard. Donc moi, mon travail, c'est d'accompagner les usagers donc dans des suivis individuels, dans les groupes thérapeutiques que l'on monte. Il y a un fort travail en équipe. On s'appuie sur la complémentarité des savoirs entre les professions qui constituent l'interdisciplinarité de l'équipe. Mon regard est important aussi en tant que médiateur de santé pairs dans les réunions cliniques où c'est complémentaire avec le regard de mes autres collègues. Et puis, on porte l'espoir. Alors, l'espoir tant pour les usagers dans leur possibilité du rétablissement et pour les professionnels aussi, dans le fait de croire en la possibilité de rétablissement des usagers. On incarne un petit peu cet espoir. Voilà, et puis je fais également des interventions à l'hôpital et dans la cité sur la réhabilitation psychosociale orientée rétablissement, sur la pérédance, la prévention des troubles psychiques et la déstigmatisation. Alors, au niveau de la professionnalisation, MSP, en fait, ce n'est pas un métier qui a un statut officiel dans les grilles des hôpitaux, dans les grades. Donc, en fait, c'est un peu adapté au cas par cas. Moi, je suis arrivé, j'étais au statut d'adjoint administratif. Là, ça a évolué. Je suis maintenant en CDI, comme je vous disais, mais sur le grade d'assistant socio-éducatif. Donc, en fait, il n'y a pas encore de grille officielle pour les MSP. On espère que ce sera le cas. Il faudra se mobiliser pour. Les compétences du père aidant professionnel sont constituées du savoir expérientiel. Et j'aimais bien aussi les interventions précédentes qui rappelaient que oui, c'est le savoir expérientiel, c'est aussi les qualités de la personne, mais c'est aussi toutes les compétences qui sont acquises, qui sont constituées sur le parcours antérieur, en fait, sur le chemin. Donc ça, c'est vrai que c'est un tout, en fait. Ce n'est pas seulement le parcours de rétablissement, mais c'est aussi le parcours professionnel avant. Et puis, il y a l'importance des échanges entre pères aidants et entre pairs pour le développement du savoir expérientiel. Un père aidant, un MSP isolé dans un hôpital, je pense que il ne va pas pouvoir forcément entretenir son savoir expérientiel. Et je voulais souligner l'importance des échanges entre les pairs aidants, des intervisions aussi, pour justement entretenir ces savoirs expérientiels et qu'ils soient pertinents, ce soit plus je pense ça, mais que nous en général, on pense que ça marche ou ça fonctionne. Et puis l'importance de la formation pour aider le MSP à se construire. C'est pas la formation en tant que MSP, c'est pas
c'est pas vous devez faire ça, vous devez être comme ça, vous devez faire votre métier de cette manière-là, mais c'est vraiment, d'ailleurs je le mets dans la diapo suivante, c'est vraiment d'apprendre à avoir une pensée complexe, de savoir réfléchir, de savoir raisonner, de savoir prendre de la hauteur par rapport au parcours, prendre de la hauteur par rapport aux situations aussi, pouvoir avoir un esprit critique aussi. Et puis après, c'est une licence sciences sanitaires et sociales, donc on a aussi des bases sur les sujets un peu plus théoriques qui nous sont donnés pour nous aider à avancer. Alors, au niveau de ma vision sur la question du jour, du coup, à mon arrivée en poste, mon expérience et mon parcours de rétablissement étaient mes premières bases pour travailler. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me disais, ouais, je vais me servir de mon expérience, je vais leur expliquer ce que j'ai fait, et puis ils vont sans doute pouvoir s'en saisir et réussir à s'inspirer de ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec la pratique, plus la pratique va, plus on avance aussi en même temps dans la formation, et plus on monte en compétences et on développe cette pensée complexe, qui fait que du coup, on devient vraiment plus dans le recul, dans l'analyse, et même devant les usagers, du coup, on est vraiment dans le soutien et dans le partenariat qui fait que on n'est pas dans j'ai fait ça, tu dois faire ça. Ça nous donne une posture vraiment particulière. Et pour conclure, du coup, les questions que je me pose, c'est est-ce que juste le parcours de soins ou de vie, c'est suffisant pour travailler aux côtés des usagers? Alors, c'est une question que je pose, hein, je ne donne pas de réponse. Et une formation diplômante est-elle nécessaire pour aider à la montée en compétences en tant que professionnel? Moi, j'ai ma petite idée sur la question, mais je la pose comme ça. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, je laisse Olivia prendre la suite parce que vos témoignages ont été tellement intéressants que le chat est vide. Ça a été très dense et on vous a écouté effectivement d'une traite. Moi, j'ai pris plein de notes, mais alors j'en ai un peu partout. Et j'ai des très, très beaux parcours inspirants, vraiment. Alors, on a vraiment l'impression de la bonne personne au bon endroit à chaque fois. Voilà, et on a vu l'importance de ces richesses individuelles. On a vu aussi l'importance de la réflexion collective et des positionnements collectifs, hein, ce qui répond bien d'ailleurs à la définition que nous a proposée Fabienne de la professionnalisation au départ. Et puis, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez tous plus ou moins souligné, hein, c'est cette articulation nécessaire entre à la fois des compétences intérieures, des savoirs expérientiels liés au parcours de soins et de rétablissement, et puis les compétences propres au métier. Et c'est cette articulation des trois, de ces trois dimensions, en fait, qui fait peut-être pas la professionnalisation, mais au moins le professionnalisme. Peut-être que vous avez moins appuyé, hormis Gireg peut-être, sur les compétences propres au métier. Et je voudrais bien... les deux autres intervenants vous entendent au niveau des compétences que vous sentez utiles au quotidien dans ce que vous développez. Donc, pour générer le partenariat autour de vous et l'accompagner, puisque vous avez ça en commun. Merci pour la question. Je peux commencer à répondre. Vas-y. Pour les compétences, je dirais les plus utiles, les premières, c'est celle du savoir-être, mais qu'on retrouve aussi dans les compétences de partenariat de manière générale. C'est pouvoir nouer du lien avec les personnes qu'on rencontre et leur donner envie de travailler avec nous. Je dirais que c'est les premières, et puis après, beaucoup de choses s'apprennent un peu au fur et à mesure des missions. Mais je retiens surtout celle-ci. Hein.
Alors moi, je vais être d'accord avec Julie sur le savoir-être et j'appuierai aussi sur le fait d'être entourée d'autres patients et d'associations qui aujourd'hui ont chacun et chacune une expertise particulière et je sais que je me suis beaucoup appuyée effectivement sur leurs expériences pour pouvoir construire enfin, ou trouver au moins des solutions dans la pérédance qui pourraient être pérennes et qui pourraient être viables. Parce que, effectivement, aujourd'hui, la pérédance, vous en avez parlé tous les deux, Julie et Jired, mais sur l'aspect engagement, c'est vraiment un gros problème aujourd'hui, surtout de savoir que mon problème aujourd'hui, c'est cette légitimité de me dire que je suis professionnalisée, donc rémunérée, même si on s'est dit qu'il y avait une notion, pas forcément la relation entre professionnalisation et rémunération, mais en tout cas, le fait d'engager d'autres patients. Alors, je voulais dire recruter, mais du coup, j'utilise le terme engagement de patients qui n'auront pas forcément, eux, cette reconnaissance financière. Ils auront une reconnaissance et une valorisation de leur parcours, mais pas forcément de l'ordre de l'aspect financier. Et donc voilà, donc ce savoir-être, être bien entouré de ce réseau de patients et d'associations. Et puis, on m'avait posé la question, moi, en disant, moi, j'étais malade en 2015, hein, donc il y a déjà 7 ans, de se dire, mais aujourd'hui, finalement, quelle est ma valeur à ajouter? Mais je pense qu'il y a des moments de vie, peu importe finalement le temps qui est passé depuis le diagnostic, moi, il y a des choses que j'ai toujours en tête. Comment gérer mon petit garçon qui avait 3 ans à l'époque, qui fait partie finalement de vivre avec sa maladie, comment gérer sa vie professionnelle, comment gérer finalement tout l'extérieur, pas forcément sur le plan médical, et puis les effets secondaires, on s'en souvient tout le temps finalement malgré tout. Donc voilà pour la réponse à votre question, Olivia. Merci. Effectivement, on a bien senti, en particulier à vous deux, hein, mais tous les trois, hein, votre sensibilité aux difficultés, toujours présente, la sensibilité qui vous anime et puis qui est à la base de votre engagement, hein, par rapport aux difficultés que vous avez pu rencontrer personnellement, ou bien votre sensibilité aux injustices, en particulier sociales. Donc l'envie de contribuer quelque part à réparer le monde et envie de contribuer au mieux-être des personnes. Bon, c'est cet élan qui anime l'engagement et que j'imagine que vous retrouvez auprès des personnes que vous recrutez. Alors justement, ces personnes que vous recrutez, qu'est-ce que vous allez rechercher? Est-ce que c'est ces fameux savoir-être, c'est quelque chose d'essentiel? Et voilà, quels sont les critères? Comment ça se passe, ces recrutements? Laurie, tu veux… Vas-y, je t'en prie, j'ai vu que tu avais le micro. Moi, je suis vraiment encore dans la mission un peu au début de cette réflexion-là, vu que la création du comité patience en la faculté est vraiment à son tout début. Pour moi, c'est vraiment c'est que les attentes des personnes qui se rencontrent puissent correspondre et qu'elles viennent chercher, en fait, qu'elles puissent venir chercher ce qu'elles attendent aussi. Et puis, je dirais que c'est, pour les patients par exemple, qui entrent dans l'enseignement, c'est aussi avoir une prise de recul de son parcours en tant que patient, d'avoir aussi être à l'aise avec la gestion de ses émotions qui peuvent encore être présentes du fait de son parcours de soins, de sa vie avec la maladie, et d'avoir du coup cette absence un peu cette envie d'agir collectivement, mais qu'elle soit pas faite par une envie un peu de revendication et de colère, mais vraiment dans une volonté d'améliorer collectivement le parcours des personnes de manière vraiment globale. Voilà, je dirais que c'est des points en fait, non pas de compétences, mais plutôt de vigilance
quand on est amené à travailler avec des personnes et à les intégrer dans un projet collectif. Et on a senti quand même, quand vous évoquiez Jireg, mais vous aussi, Laurie, que bien que vous ayez eu des formations antérieures, hein, on a quand même senti que les formations que vous avez faites autour du partenariat ou la licence médiateur de santé pair a participé de votre légitimation vis-à-vis des personnes que vous avez, voilà, là où vous avez été recruté. Ça a participé peut-être aussi de votre sentiment d'auto-légitimité. Je ne sais pas, c'est vous qui allez me dire. Voilà, est-ce que c'est de l'auto-légitimation aussi et la légitimité donc vis-à-vis des tiers? Et du coup, j'ai entendu que la formation n'était pas obligatoire pour les patients qui sont recrutés dans l'enseignement ou dans certaines tâches. Et je partage tout à fait personnellement ce point de vue-là, mais du coup, comment leur donner un sentiment de légitimité et l'accompagner en dehors de ces formations, alors que vous-même, ça vous a été utile? Alors, moi, je suis toujours, j'en avais parlé avec certaines qui sont autour de la table, je suis toujours avec ce syndrome de l'imposteur qui est ancré en moi. Je l'ai dit un peu dans la présentation, finalement, pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre. Je crois que j'ai dit aussi que j'essaye de faire un travail sur moi, mais le DU, ça m'a beaucoup aidé, effectivement, parce que, effectivement, voilà, j'ai dit qu'il y avait une symbolique en France, je pense qu'elle est aussi un peu ancrée en moi aussi. Et le fait d'avoir ce diplôme, j'étais plus sûre de moi dans mes échanges avec le Centre Élan Bérard. Et puis voilà, voilà, travailler à la relation client, finalement, il y a un petit pas avec la relation patient. Donc, je pense que ça a aussi apporté énormément. Donc, j'arrive de plus en plus à me dire que si en fait ce poste c'est pour moi et je vais tant bien que mal le conserver et le prolonger sur les années à venir. Après, sur l'engagement des patients, c'est aussi sur quoi j'aimerais vraiment sensibiliser les soignants, c'est valoriser en fait. Et pour réussir à fédérer les patients, ne serait-ce que par des verbatims qui pourraient être donnés à des patients. Alors, je parle plus dans la pérédance pour qu'eux, ils aient vraiment conscience que leur présence, et même s'ils l'auront certainement dans des échanges avec les patients, mais qu'ils puissent réellement se rendre compte de, enfin, du bien, pas du bien-être, mais en tout cas de vraiment, je voulais encore dire valeur ajoutée, j'essaye de trouver un autre mot, mais ça ne vient pas. Mais en tout cas, que c'est un aspect réellement positif et que que ça peut devenir un réel soin de support, le fait d'être accompagné que leur accompagnement puisse être un soin de support. Donc ça, c'est quelque chose que je veux valoriser et puis s'appuyer sur la qualité aussi pour se rendre compte que le retour patient, alors on reste sur de la verbatim et de quantifier et qualifier finalement un acte et un accompagnement, mais en tout cas, le fait que derrière, on puisse prouver que cet engagement a apporté quelque chose. Et voilà, je suis en train de travailler là-dessus et justement, toutes les pistes que vous pouvez avoir pour valoriser cet engagement, je les prends avec grand plaisir. Je pense que les regroupements collectifs, c'est-à-dire que ces personnes, peut-être en dehors de cadres formels de formation, mais qui réfléchissent ensemble sur leurs pratiques, quelque chose qui permet une montée en réflexivité, en compétences, et puis qui permet aussi à ce qu'elles expriment d'être plus audibles. Et puis, ça peut être rassurant aussi pour un environnement de savoir que ces patients ne sont pas voilà, des singularités, mais des personnes qui réfléchissent ensemble. Je pense que ça peut être soutenant. Enfin, la discussion reste ouverte, mais on a bien entendu dans le discours de Jireg, à qui je vais donner la parole tout de suite, à quel point l'importance de la réflexion collective, enfin, voilà, en tout cas, qui y accorde de l'importance. Donc,
Vous avez posé une question, Jireg, hein, sur votre avis par rapport à la formation. Alors, peut-être que dans votre discours apparaissait cette notion effectivement de légitimité, auto-légitimité, mais aussi de développement de compétences, hein, vraiment. En tout cas, je l'ai entendu ou j'ai voulu l'entendre. Et puis, vous posiez une question en ouverture sur est-ce qu'il faut une formation ou pas, et vous nous avez mis l'eau à la bouche parce que vous aviez dit que vous avez une opinion personnelle là-dessus. Donc, je veux bien vous écouter sur votre avis. Ouais, de mon point de vue, quand même, la formation de médiateur de santé pair, elle a pu mettre l'accent sur la compréhension dans les parcours de rétablissement de quels sont les leviers un petit peu pour les usagers, hein, ou pour moi, dans mon cas et dans mon histoire, de comprendre un peu les mécanismes de qu'est-ce qui a fait que j'ai repris confiance à certains moments, qu'est-ce qui a fait que j'ai pris du recul, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu faire des choix, quels ont été les partenaires sur le chemin qui ont pu, sur lequel j'ai pu m'appuyer aussi pour avancer, comment un petit peu j'ai pu, alors pendant la formation, comment j'ai pu découvrir un petit peu aussi la notion d'empowerment et d'autodétermination qui permet de se construire un petit peu pour avancer. Et du coup, c'est vrai que dans l'accompagnement au quotidien, dans le soutien au quotidien des usagers, de comprendre ça, d'avoir compris ça en amont aussi pendant la formation, ça me permet aussi de pouvoir utiliser ces apports que j'ai compris pour le quotidien de l'accompagnement des usagers. Et en fait, du coup, ce recul-là, ça m'aide en fait à me placer vraiment en partenaire pour que l'usager puisse, puisse aller vers justement ses propres choix et son autodétermination. Et du coup, en fait, alors, d'un point de vue légitimité ou auto-légitimité, effectivement, on y gagne parce qu'on a le sentiment d'avoir appris des choses, d'être monté en compétences et en plus, on a un diplôme à la fin. Mais je pense que justement aussi, on a appris à penser, on a appris à critiquer aussi, on a appris à raisonner. Et c'est ça surtout qui permet de se sentir aussi légitime parce qu'on est ouvert à la discussion avec d'autres, on est ouvert à l'échange avec d'autres, on est ouvert à pouvoir discuter sur des points de vue. Et je rajouterais que pendant cette formation de MSP, encore en plus, on se retrouve avec, dès le début, 30 collègues MSP en formation. Et là, c'est énorme parce qu'en fait, on se retrouve avec des personnes avec chacun leur personnalité, chacun leur parcours, chacun leur envie d'être aussi dans leur travail auprès des usagers dans leur relation d'aide. Et en fait, ce partage-là, il est hyper enrichissant. Et à la fin de la formation, d'ailleurs, ça tourne un petit peu en se disant il va falloir absolument qu'on maintienne des analyses pratiques, des interventions, des liens pour continuer à entretenir tout ça. Donc, merci beaucoup pour voilà, ma réponse. Merci beaucoup pour ce qui vient d'être dit, parce qu'on entend très souvent que des personnes qui ne sont pas tellement questionnées, finalement, nous disent mais ces formations, ça déforme, ça conforme, ça formate. Et donc, on perd vraiment je sais pas, la naïveté soi-disant attendue des personnes. C'est quand même dingue que c'est le seul contexte en santé où on demande à ce que les gens soient le moins experts possible et les moins compétents possible. Ailleurs, ce n'est évidemment pas le cas, mais là, il faudrait qu'ils gardent cette fraîcheur. Voilà, sous-entendu, la formation le fait perdre. Et je trouve que le témoignage, alors bien sûr, j'ai un lien d'intérêt avec ce commentaire puisque je suis responsable de la formation des médiateurs de santé pair. Mais en tout cas, la formation, bien sûr, c'est l'exact contraire de manière générale, pas seulement celle-là. La formation, c'est quelque chose, quand c'est bien fait, qui émancipe. Enfin, voilà, on veut tous on pense aux pays où les femmes n'ont pas accès à l'éducation et on sait très bien quand on
pense à ça, que c'est parce qu'on veut qu'elle s'émancipe, au contraire. C'est ça l'éducation, et c'est tout sauf du formatage, et qui plus est, même si on voulait le faire, ça serait très difficile de le faire compte tenu que c'est un métier en cours de construction et que c'est vraiment aux médiateurs de se positionner, de penser leur métier. Et nous, on est là vraiment pour accompagner ce processus. Et voilà, en t'écoutant, je dirais que je me disais, on a réussi notre job de ce point de vue-là. Et vous, Julie, voilà, comment vous allez accompagner cette montée en compétences, donc on a parlé un peu du recrutement, donc maintenant, comment vous allez accompagner cette montée en compétences des personnes, comment vous voyez les choses, même si c'est encore un peu précoce, par rapport à l'enseignement, la recherche Ouais. Pour moi, moi, ce qui me semble important, c'est déjà que du coup la création, du coup d'un groupe, en fait, d'une communauté de patients qui vont pouvoir peut-être, du coup dans les profils, par exemple, déjà, des personnes qui sont intéressées. On voit bien qu'il y a des personnes qui sont déjà, qui interviennent déjà dans l'enseignement, qui ont déjà beaucoup d'expérience dedans, en tant que patient partenaire, etc. D'autres qui débutent. Et c'est vrai que pour moi, c'est important d'avoir ce collectif-là un peu, que ces personnes puissent s'entraider un peu. Et moi, vraiment là, en rôle d'accompagnante, de facilitatrice du partenariat, de lien avec les équipes aussi pédagogiques, mais qu'il puisse y avoir un peu une communauté de pratique, en fait, on peut appeler ça comme ça, de patients dans l'enseignement. Et je pense que ce groupe, le fait que ce soit un groupe et pas des personnes individuelles, pour moi, c'est vraiment important. Merci. Et vous, Laurie, alors dans votre activité, vous êtes un peu la seule dans cette structure à porter ça. Enfin, je ne sais pas trop comment ça se passe. Quel soutien vous avez, vous, votre communauté, à vous-même, pas seulement du coup aux patients que vous accompagnez. Elle est où? Vous avez, voilà, est-ce que vous êtes en lien avec d'autres personnes qui font la même tâche que vous? À qui vous rendez des comptes enfin voilà, quel est votre comment ça se passe pour vous? Est-ce qu'il y a des personnes de ressources autour de vous où tout repose sur vous? Alors, il y a déjà pas mal de monde autour de cette table, de cette table virtuelle avec qui, du coup, j'échange sur cette mission-ci. Donc, déjà, merci à vous tous et toutes à qui j'avais déjà pu parler de ma mission et de mes questionnements. Après, Enfin, je parle dans l'hôpital de où vous travaillez. ouais. Ouais, Alors, dans l'hôpital, en fait, moi, je suis suivie par la directrice du parcours de soins, directrice adjointe des parcours de soins, qui ont fait un point mensuel avec la directrice de la com. Et j'ai aussi tout ce qui est la direction des soins de support qui sont aussi derrière ce projet pour le porter. Et enfin, sur la formation interne, c'est la directrice de la formation interne qui m'accompagne aussi. Donc, en fait, j'ai énormément de ressources propres au CLB présents et j'interviens aussi là. Alors, ça devrait être reporté, mais je suis intervenue sur la journée des soins de support il y a 2 semaines pour parler du coup de cette mission. Donc, le public était interne au CLB. Je dois intervenir, donc ça aurait dû être jeudi, auprès du forum, qu'ils appellent ça le forum de la médecine. C'était que des oncologues du centre pour justement sensibiliser et parler du partenariat patient. Je vous invite aussi toutes et tous ceux qui sont à Lyon. Il y a le salon des caféiteuses mercredi pour lequel j'interviens et je parle aussi de cette mission-là. En tout cas, moi, je trouve que le Centre Léon Bérard a été très précurseur dans la mise en place de ce poste et surtout, ils mettent les moyens, en tout cas, moi, ils me donnent les moyens d'agir et tout le monde est très sensible à la mise en place. Alors, je reviens sur la mission de la paire aidance, même si effectivement, on a encore des points un peu noirs sur lesquels on a un petit peu plus de mal à se dire à quel moment est-ce qu'on a introduit l'accompagnement de patients dans le parcours de soins, sachant que le rendez-vous d'annonce, il y a déjà énormément d'informations, trop d'informations qui sont données, donc ça va être perdu. Comment être efficace dans la communication vers cet accompagnement. Et puis voilà, j'ai parlé de l'engagement tout à l'heure aussi. Alors, nous, on n'a pas parlé de la formation, mais
on se baserait un petit peu sur ce que veut mettre en place la Ligue, sur une formation un peu rapide, si je peux le dire, de 2 jours sur justement l'écoute active et toutes les notions de confidentialité et d'éthique au travers la paire et danse. Et puis, on a parlé des groupes de pratique avancés. C'est aussi ce qu'on veut mettre en place pour pouvoir protéger et aider les accompagnants, enfin les patients pairs, du coup, dans cet échange qu'ils peuvent avoir avec les patients. Donc, pour répondre à la question, je trouve que je suis hyper bien entourée au centre. Il y a forcément des gens qui sont un peu plus sceptiques. Euh, si j'ose dire, je m'orienterais plus vers les médecins, les oncologues. Par contre, au niveau soins infirmiers, aides-soignantes, là, c'est vraiment, il y a beaucoup d'écoute et beaucoup de disponibilité parce que justement, je passe beaucoup de temps avec les infirmières de coordination pour mettre en place cette mission-là. Et d'ailleurs, c'est un objectif qui leur a été mis sur cette année, sur le fait comment intégrer des patients dans le parcours de soins propre à la pathologie sur laquelle qu'elle traite. Donc, on a 13 parcours de soins à Bérard et l'objectif, c'est que sur les 13, on arrive à trouver au moins des pathologies sur lesquelles ce soit plus simple dans un premier temps d'intégrer de la pérédance et après voir comment on peut le mettre en place à plus grande échelle. Ouais. Je souligne juste l'importance du coup que vous relevez de la socialisation, on dirait que professionnalisation rime avec socialisation dans ce que vous avez tous décrit. Et puis, ça y est, les mains se lèvent. Donc, alors, je n'ai pas vu l'ordre. Je ne sais pas si quelqu'un était plus vigilant que moi. David. David. Il faut mettre le son, David. Ça fonctionne mieux avec le son, en effet. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc David Sauvion, je suis patient expert en traumatisme crânien. Et vous entendez beaucoup parler non seulement de communautés de pratique, mais aussi du coup des centres hospitaliers qui peuvent vous suivre, des formations. De ça, dans le domaine de l'oncologie, dans le domaine de la santé mentale, le patient expert, enfin le patient partenaire, le père aidant, il est inscrit. Les médecins, enfin les centres hospitaliers peuvent aussi être à l'initiative de chercher des patients, de mobiliser leurs ressources et mettre en place des formations avec ces patients. Et moi, dans le domaine des lésions cérébrales, donc en l'occurrence AVC, traumatisme crânien ou tumeur cérébrale, en tant que patient expert, je suis tout seul. Il faut être clair là-dessus. Moi, je suis à mon compte, je suis micro-entrepreneur, donc je crée mon réseau, je sensibilise, je mobilise autour de moi. J'ai développé un champ de compétences qui est désormais transversal autour des compétences psychosociales. Mais c'est vrai que dans le champ des lésions cérébrales, je suis un extraterrestre, clairement. Les médecins, que ce soit l'ensemble du corps hospitalier ou des centres médicaux, personne ne sait trop quoi faire de moi parce que pour eux, je suis un cas tellement rare que mon expertise n'est pas forcément pertinente, ne peut pas forcément s'adapter. Vous voyez ? Et j'ai cette difficulté dans ma partie professionnelle d'avoir cette difficulté à créer ce réseau et cette communauté de pratique, justement. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je m'oriente beaucoup sur… du coup, je suis en relation avec le CREPSI et le Prior, qui dans le champ des maladies rares et maladies mentales, parce que c'est eux qui se rapprochent finalement le plus de ma pathologie. Mais je voulais juste évoquer cette difficulté supplémentaire qui s'ajoute à la professionnalisation pour moi, qui est justement de ce réseau, de cette communauté de pratique autour d'une pathologie spécifique. Voilà, après moi, ma formation à moi, j'ai uniquement 40 heures en éducation thérapeutique du patient, mais du coup, cumulé en effet aux formations précédentes que j'avais et à l'auto-formation me donne, voilà, j'ai osé, je dirais, me lancer en tant que patient expert professionnel. Mais j'ai sauté dans le vide et en un sens, j'ai réussi à raccrocher quelques mains par-ci par-là. Je vais travailler avec l'IFPEC à Rennes, par exemple, donc Institut de formation des podologues, ergothérapeutes, kinésithérapeutes. Je deviens patient formateur.
À Saint-Sébastien, je vais certainement travailler avec Louis Ross, maintenant Vive 3. Mais c'est des petites choses par-ci par-là. J'ai quelques particuliers avec qui je travaille, mais je sors les rames et je travaille à fond le réseau, parce que je n'ai pas, alors c'est particulier en tant que patient expert, mais je n'ai pas la chance du coup d'avoir une pathologie qui est suffisamment ouverte au travail du patient partenaire. Je ne sais pas si… Donc voilà, c'est ce que je peux amener dans toute cette réflexion autour de la professionnalisation qui pour moi est énormément liée à la pathologie même en fait. Parce que toutes les pathologies en tant que patient ne sont pas ouvertes de la même façon à l'expertise du patient partenaire, à la professionnalisation en tout cas. Voilà. Alors, sans doute que de se rapprocher d'autres patients partenaires pourrait aussi donner des clés à comment intégrer les milieux. Enfin, voilà, il y a beaucoup de compétences transversales qui ne sont pas propres à une pathologie. Maintenant, j'entends, c'est pas faux. On voit que dans le cancer, il se passe beaucoup de choses, par exemple. Voilà, et c'est vrai qu'il y a certains champs, certains domaines qui sont peut-être plus mûrs que d'autres, mais on a tous connu, enfin ceux de ma génération, on a connu une période où c'était fermé partout et on voit les champs qui s'ouvrent les uns après les autres, voilà, grâce à quelques pionniers dont vous faites certainement partie. Donc, et puis, il y a quand même un mouvement général. Et le levier qui a été cité tout à l'heure de la certification, voilà, quand on sait bien en sociologie, hein, quand il y a à la fois une pression sociale, une pression des personnes, des patients de la base, hein, des soignants de la base, enfin de voilà, toute cette base-là, et puis en même temps des incitations, enfin des normes qui viennent du haut, en général, quand ces deux mouvements se rencontrent, le phénomène y flambe. Et moi, j'ai l'impression qu'on est rendu à ce moment-là, et je suis assez optimiste. Et ces normes, elles sont utiles pour certains, surtout qu'on est quand même dans un milieu légaliste. Et pour certains, voilà, certains aiment être des pionniers, même parmi les soignants et ces équipes de soins, et d'autres sont légalistes. Et dans les deux cas, c'est propice à ce qu'on porte. D'autres personnes voulaient intervenir, Muriel, peut-être ? Je remets le son, pardon. Plusieurs choses. David, moi, je suis dans la pathologie du cancer. Cancer du sein, donc où il y a effectivement beaucoup de monde et de choses qui se font. Pour autant, c'est vrai, quand on intervient dans une équipe, dans un domaine ou un champ précis, et parfois on se sent aussi seul. Donc, pour dire que ce n'est pas forcément lié à la pathologie, mais plus finalement dans comment l'entourage nous accueille, nous porte et partage nos valeurs. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, pas mal de personnes autour de la table aussi me connaissent, mais moi, j'ai une casquette d'aidante, puisque j'ai aidé mon père, ma mère, ma belle-mère et mon beau-père qui sont tous morts d'un cancer du sein, enfin d'un cancer en tout cas. J'ai été assistante sociale, donc j'ai été aussi accompagnante par mon milieu professionnel et j'ai été moi-même patiente. Pour autant, j'ai fait un CU en ETP, j'ai fait un DU, un diplôme universitaire. Je suis encore dans une formation actuellement sur Lyon. Je fais une formation sur le partenariat avec les professionnels de santé au sein de l'université Claude Monet. Et je pense que la formation est importante. Pour autant, ce n'est pas la formation qui m'apprend mes savoirs, puisque les savoirs expérientiels, je les ai. Et que ce n'est pas toutes ces formations-là qui me les apportent. Je rejoins Laurie quand elle dit qu'on a parfois un peu ce syndrome de l'imposteur. Moi, c'est aussi un petit peu un syndrome que j'ai et que je me dis, mais quelle légitimité j'ai aujourd'hui d'être patiente partenaire au sein de Saint-Étienne Institut du Sein. Je fais aussi de la recherche. Je suis patiente chercheur dans un programme de recherche financé par le CLARA à Lyon. Et la formation qui, pour moi, était peut-être très importante, c'est celle que j'ai faite justement en partenariat avec un chercheur financé par Clara, une formation Action qui est construite par Osiris, qui fait aussi le programme Ozon et qui nous apprend, nous patients, à faire un pas vers les chercheurs, mais surtout les chercheurs à faire un pas vers les patients. Et je crois que les formations, elles sont là avant tout pour ça, c'est-à-dire à nous sortir d'une certaine posture et à faire un pas vers l'autre.
que ce soit professionnel de santé, que ce soit dans l'enseignement ou que ce soit dans la recherche. Mais c'est aussi important que du coup, du côté des soignants, il y ait un pas qui soit fait aussi du coup, vers le patient. Et c'est vraiment, je pense, fondamental pour arriver à co-construire ensuite et avoir les mêmes objectifs. Voilà, donc moi, c'est vraiment une formation action qui m'a beaucoup plu. Sur ce qu'on disait aussi tout à l'heure par rapport à le comité de pratique de plusieurs patients. Nous, on a monté un collectif, certains ont vu passer des choses, de patients un petit peu indépendants, comme David, comme beaucoup d'entre nous. Hein. On est des patients, on a une formation professionnelle d'avant notre pathologie, avec des compétences. Et puis, on est un petit peu fauché par nos maladies chroniques et au niveau professionnel, et bien, on a besoin aussi d'un rétablissement et de repartir sur autre chose et de rebondir. On fait des formations, mais parfois, on ne peut pas en vivre. Et souvent, on ne peut pas en vivre. Laurie est une de nos exceptions. On avait Sabine Dutel aussi tout à l'heure, que je connais bien. Voilà, on en a quelques-unes qui arrivent à avoir une rémunération. On a Brigitte Volta-Opolé aussi sur Lyon. Et aujourd'hui, c'est compliqué et ça demande une disponibilité. Et des personnes restent dans leur milieu ordinaire de travail et n'ont pas cette disponibilité pour pouvoir faire leurs actions en tant que patiente, partenaire ou patiente experte. Du coup, ce statut-là du patient est un vrai problème. Nous, on a monté ce collectif là, il y a quelques temps parce que vous avez beaucoup entendu peut-être parler de l'endométriose et ça a été porté par des patients et des patients partenaires très haut au niveau du gouvernement, et au niveau du gouvernement, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ces patients partenaires qui nous portent ça à notre niveau? Qui êtes-vous? Et ils ont demandé à ces patientes-là de poser un rapport sur leur bureau et on avait un mois pour expliquer qui nous étions. Donc, on a fait passer un questionnaire. Aujourd'hui, voilà, on a pu rendre un rapport en temps sur le bureau de M. Nabet, qui est le chargé de mission d'Olivier Véran, sur qui nous sommes, nous, patients partenaires, et en tant que patients partenaires, justement, de petites associations, souvent, mais on a plein de casquettes. On n'est pas dans une seule association. On a souvent plusieurs formations, plusieurs casquettes. On intervient dans plusieurs champs. Et ce statut-là, il est important qu'il soit défini à la fois pour nous, pour pouvoir faire, par exemple, d'analyse de la pratique ensemble, pour des personnes comme David, qu'on se sente pas tout seul et qu'on ait vraiment quelque chose, une entité qui puisse nous représenter. Donc voilà, nous, on espère que de ça, ça ne restera pas dans un tiroir et que les choses pourront aller plus loin. Donc voilà, je voulais glisser ce petit mot-là. Et puis, j'aime beaucoup, Laurie, ton idée de faire de l'accompagnement par des pairs, un soin de support. Voilà, c'est quelque chose auquel j'adhère tout à fait. Et maintenant, je me tais. Merci à vous. Merci beaucoup Muriel, merci pour ces travaux, hein, parce qu'on sent bien qu'il y a un vrai besoin de stabilité dans ces parcours, dans ces prises de poste. Hein. Laurie nous l'a dit, hein, son poste n'est pas forcément pérenne, même si, en tout cas, voilà, rien n'est promis à ce jour. Et même quand des fois ça l'est, j'ai connaissance, par exemple, nous, à Bobigny, il y a eu un poste d'usager coordonnateur qui a été créé par l'AP, mais c'était un mi-temps et la personne n'a pas pu rester à mi-temps parce que financièrement, ce n'était pas tenable. Et donc, elle vient de démissionner après 1 an d'activité. Donc, dans son cas, CDI, mais mi-temps. Elle a pensé à un moment que c'était comblé par d'autres revenus, ça ne l'était pas. Donc, on voit, et puis du coup, quand les gens partent, c'est toutes ces compétences qui s'en vont, il faut redémarrer de zéro. Enfin, voilà, même pour le projet en lui-même, c'est vraiment une grosse perte. Et puis, au niveau individuel, évidemment, aussi. Voilà, c'est peut-être que, voilà, je l'ai dit, vous êtes des pionniers, donc à terme, ce sera des postes reconnus. Voilà, on l'espère. Lisa? Oui, merci Olivia. Merci à tout le monde et merci beaucoup aux 3 intervenantes. C'était vraiment passionnant de vous écouter et de voir justement votre propre parcours. Moi, j'aimerais rebondir sur trois points. La question des émotions, la question de l'expérience, j'ai envie de dire plutôt de l'expérimentation, et la question, et là c'est
C'est Muriel qui me fait rebondir sur ce troisième point, celui de la légitimité. D'abord sur la question des émotions, et là j'y pense parce que ça a été, je crois, posé dans le chat, et tout à l'heure aussi Olivia demandait quelles sont les compétences. Je pense que cette question de savoir aussi que nous, on dit souvent, les patients partenaires, c'est important qu'on ait justement ce recul par rapport à la maladie ou du parcours de soins. Mais je pense aussi que c'est important que nous sachions gérer les émotions. Qu'est-ce que j'entends par là? Parce que on le sait et on le voit, quand on intervient, on n'a pas toujours une salle qui est totalement bienveillante en face de nous. Il y en a qui sont encore dans plein de résistance et c'est tout à fait normal. Ce sont des questionnements, c'est des interactions et donc c'est important que nous sachions, que nous soyons relativement bien avec ces émotions, qu'on ne monte pas dans les tours ou qu'on ne se mette pas en colère, etc., pour justement garder cette discussion, qu'elle soit la plus constructive possible pour les uns et les autres. En fait, qu'on soit vraiment dans une confrontation saine. Et je pense que ça fait partie aussi des compétences dans la gestion des émotions qui est importante. La deuxième chose, le deuxième point, l'expérimentation. Et là, je donne un exemple concret. Il y en a, j'allais dire autour de la salle. Oui, autour de la salle virtuelle, qui me connaissent. Je suis patiente partenaire à Genève et j'étais sur un projet en ORL où vraiment j'étais vraiment la patiente alibi parce que maintenant pour avoir des fonds c'est important de mettre un patient partenaire sur le projet et c'est incroyable de voir comment l'évolution qui s'est faite avec l'équipe soignante, parce que c'est un projet pour l'amélioration du parcours des soins. Et on voyait bien, lors de la première réunion, ils devaient se demander, mais elle va nous servir à quoi vraiment? Et d'avoir réussi à travers justement l'apport des savoirs expérientiels, l'apport de mes autres compétences, comme le disait très bien Laurie, on a aussi des compétences en lien avec notre propre parcours professionnel et académique, avoir retourné la situation et de voir qu'à chaque nouvelle réunion, ils prennent conscience de l'apport, et en plus ils me disent, mais Lisa, heureusement que tu es là et heureusement que tu apportes ce regard et cette perspective patient, et c'est là que je dis, c'est à travers l'expérimentation qu'on arrive aussi à cheminer ensemble et à faire reculer, en tout cas pour certains, ces différentes résistances. Et le troisième point, la légitimité, moi j'avoue que j'ai jamais vraiment ressenti un peu cette question de est-ce que je me sens légitime dans mes interventions, mais plutôt est-ce que je me sens légitime par rapport à ma compréhension et à ma connaissance du partenariat patient. Parce qu'au début, je me disais, ok, je suis patient partenaire, j'interviens, mais c'est quoi exactement le partenariat patient? Tout à fait au début, je sentais que j'avais certaines lacunes par rapport vraiment à ce concept, à cette philosophie-là. Et comme certains l'ont vu, quand je suis intervenue au rendez-vous PEPS de la dernière fois, j'avais expliqué un peu mon cheminement aussi par rapport à mon parcours de savoir patient. Et donc, je me sens aujourd'hui beaucoup plus légitime pour promouvoir et pour interagir avec les professionnels de santé sur la compréhension du partenariat patient que ma légitimité de patiente autour d'une table avec des professionnels. Voilà, je voulais juste mentionner ces trois points. Merci, ça donne envie évidemment de rebondir sur plein de choses, mais on arrive à la fin. J'avais l'œil sur le temps. Voilà, donc on arrive à la fin de la rencontre. Voilà, je souligne l'importance des compétences émotionnelles et des savoir-être et de la gestion des émotions, qui a quand même été largement souligné, à nouveau là par Lisa. Est-ce que les personnes qui nous ont fait l'honneur de nous partager leur parcours ont un mot à nous dire pour conclure cette rencontre?
Alors, je vais donner la... Oui, vas-y. Non, bah ouais, moi j'aurais un mot à dire à la fin de tout ça. C'est ce que je vois aussi, c'est que plus aussi on avance dans le partenariat avec, dans le travail en fait de tous les jours avec le partenariat avec les usagers notamment et le soutien des usagers, plus on avance aussi en expérience dans ces métiers-là aussi, plus on devient aussi compétent pour accompagner l'arrivée de nouveaux, entre guillemets, l'arrivée de nouveaux, pas nouveaux patients, mais de nouveaux justement pères aidants, et de pouvoir soutenir aussi l'arrivée de nouveaux pères aidants dans d'autres structures ou dans la même structure. Et c'est ça aussi qu'on se rend compte, c'est que on continue de progresser sur la pratique, mais aussi on continue de progresser sur l'envie d'accompagner d'autres vers ce même chemin de père aidant, pas seulement du rétablissement. Donc, merci pour tous les échanges d'aujourd'hui, c'était hyper riche. Merci beaucoup, Girag. Effectivement, c'est à penser cette structuration-là pour même à l'intérieur des établissements entre vous et de manière... voilà, les autres, ils ont des cadres, ils rendent compte à leur profession et nous, c'est très peu structuré encore. Mais c'est voilà, sans doute qu'il faut avancer vers ça et même si ça passe par une période informelle, c'est bien, très très bien. Enfin, ça paraît tout à fait pertinent de l'organiser. Julie ou Laurie? Vas-y, Julie, je t'ai laissé depuis le début, alors vas-y. C'est gentil, merci. Non, merci à tout le monde encore. Moi, c'est vrai que je retiens aussi la question de la légitimité est beaucoup ressortie. C'est une question, je pense qu'on se la pose tous à un moment donné ou à un autre. Je pense, pour moi, dans mon cas, la légitimité est portée un peu de manière collective, dans le sens où, si on veut porter le portrait d'un patient dans une structure, on ne peut pas travailler, pour le coup, sans patient. Et du coup, la légitimité, elle vient aussi chercher du groupe, en fait. On ne peut pas défendre un partenariat s'il n'y a pas des personnes de divers parcours et expériences qui travaillent ensemble. Voilà, c'est un peu sur lequel je voulais finir et que oui, c'est sûr, on participe, je pense à un changement culturel, donc les freins, ils sont quand même très nombreux. Mais je le vois vraiment comme un engagement et donc j'espère que dans les années à venir, il y aura peut-être d'autres freins sur d'autres formes, mais que ces questions de pérennisation, de financement, elles vont du coup petit à petit être moins présentes. Du fait que une culture et un groupe sera en changement plus présent. Voilà, c'est un peu les points sur lesquels je vais terminer. Merci. Et pour terminer, je vous avais parlé de CODIR, donc de comité direction, tout à l'heure, pour ceux qui m'ont donné la chance. Clairement, ça a été Jean-Yves Blé qui m'a donné l'opportunité de passer, d'avoir ce contrat d'1 an. Donc, Jean-Yves Blé, le directeur du Centre Léon Bérard et président d'Unicancer. Et de me dire déjà, en me donnant cette opportunité, c'est qu'il y a des choses qui se passent et qu'il y a des choses qui vont évoluer encore rapidement dans le temps et qu'il faut continuer tous ensemble à semer des petites graines pour qu'au fur et à mesure, ça se pérennise et qu'on puisse devenir indispensable pour les établissements de soins. Et c'est tout le mal que je nous souhaite à nous tous. Et en tout cas, voilà, je pense qu'on est sur la bonne voie et qu'il faut rien lâcher. En tout cas, moi, je ne lâcherai rien. Et je ferai aussi ce qu'il faut pour pouvoir renouveler cette mission à terme au sein du CLB ou d'une quelque autre façon que ce soit. Voilà, donc merci encore à Fabienne, Olivia et Claire pour votre confiance. Et j'étais très contente d'intervenir aujourd'hui. Et merci à ceux qui m'ont envoyé des petits messages en direct. C'était très, très sympa aussi. Eh bien, écoutez, merci infiniment, merci à tous, merci aux partageurs d'expérience, merci Olivia d'avoir animé ce débat, cette question, merci à tous ceux qui ont participé, merci à ceux qui ont écouté. Donc, juste un dernier mot de conclusion de ce que j'ai entendu.
le groupe, les pairs, le groupe, il est là, les savoirs, les compétences sont là, l'activité, elle est là, elle est parfois fragile. On sent bien encore cette fragilité, cette nécessité de construction d'organisation pour pérenniser les choses. La formation, elle est là, les développements professionnels avec les échanges de pratiques, les analyses de pratiques, elles sont là. Donc, je crois qu'il me semble qu'on peut dire que la professionnalisation est en route et qu'on a tous autour de l'écran et dans le système de santé un rôle d'acteur pour le rendre possible. Et ça semble de plus en plus mûr. Donc, ce n'est pas demain, ce n'est pas d'un claquement de doigts, il y a encore du boulot, mais on y va et c'est le sens de l'histoire. Donc, encore merci à tous. Le prochain rendez-vous PEP, ça sera le deuxième, ça sera le vendredi 10 juin, c'est ça Claire? Je ne sais plus, à 13 h. Et je laisse le mot de la fin à notre chère Claire. Merci à tous. Merci, ce sera simple et bref. On est pile à l'heure et on a hâte de vous retrouver dans un mois. Passez de l'après-midi. Au revoir, bon après-midi.